Monsieur, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous nous familiarisons et nous nous connaîtrons un thème d'une importance capitale et d'une unité primordiale et essentielle. Il s'agit de l'éthique d'entreprise, بمعنى أخلاقيات المؤسسة. Bien qu'il soit difficile de fixer un contenu précis, on s'accorde généralement sur la définition de l'éthique d'entreprise. Elle consiste en l'ensemble des règles de conduite admises par la communauté des gestionnaires en vue de réaliser certaines fins, يعني بعض الغايات. Toutefois, l'éthique d'entreprise n'est pas seulement la théorie raisonnée et individuelle du bien et du mal, comme l'a conçu la tradition religieuse et philosophique occidentale. Elle est considérée avant tout comme une arme destinée à mieux gérer l'entreprise. Deux catégories de raisons motivent ce choix. Selon certains auteurs, la recherche d'une morale dans les affaires donne de l'âme, inspire, anime l'entreprise d'un souffle qui produit des effets bénéfiques nombreux. Pour d'autres courants de pensée, les pratiques morales constituent une cause directe et nécessaire de l'argument des profits. A. Un supplément d'âme. La morale des affaires transforme en la revêtant d'un aspect éclatant et glorieux l'image d'entreprise à l'extérieur comme à l'intérieur de la ferme et devait en résulter de nombreux fruits. Premièrement, un embellissement externe. Vis-à-vis de l'environnement extérieur, la morale renforce les relations de confiance que l'entreprise entretient avec ses différents partenaires. Ainsi, les consommateurs sont moins enclins à la suspicion avant l'achat du produit ou du service, plus fidèles en cas de réachat. L'idée n'est pas neuve. Darty, par exemple, propose depuis longtemps à ses clients de passer un contrat qui garantit la sécurité durable des relations avec l'entreprise. Mieux encore, dans l'industrie de l'armement aux États-Unis, on cite le cas d'une entreprise, la General Dynamics, qui, sous peine de sanctions du pouvoir public, a obligé ses responsables à suivre des séminaires de morale des affaires. Ce dernier cas paraît éclairant. Ce n'est pas une simple amélioration de l'image externe que vise l'éducation éthique des employés, mais l'ambition dépasse ce projet trivial. En fait, on s'efforce de remodeler l'homme pour aboutir à un perfectionnement interne collectif. On diminue ainsi le risque de fuite d'informations, de détournement de fonds, de collision avec des ennemis potentiels. Bref, on renforce la protection de la cité. Dans cette perspective, la morale constitue le moyen de fortifier une nouvelle vision de l'entreprise par le public,
la ferme devient une institution éducatrice comme l'était la famille, l'école ou l'église ou la mosquée, que toutes les trois perdent de l'efficacité. L'enseignement moral, le respect des règles du jeu correct vis-à-vis de la société fonde par conséquent plus solidement la légitimité toujours recherchée par la firme. Antidote puissant, l'éthique dans l'entreprise protège des âpres comportements de Wall Street, par exemple, ou des tentatives ou des tentations aventureuses comme celles observées à la suite de scandales divers. Deuxième point, la transfiguration interne. Au sein de l'entreprise, les bienfaits engendrés par le souci de morale ne sont peut-être pas moins riches. L'équipe de direction voit son rôle indiscutablement accepté par l'ensemble des employés. S'il apparaît que la conduite des hommes de pointe de la firme est en tout domaine conforme à des valeurs morales affichées et partagées, au fond, le caractère exemplaire de nos dirigeants permet non seulement d'éviter que leur statut soit contesté au sein de la ligne hiérarchique, mais encore la morale qu'ils prônent sert surtout d'adjuvant au service des fins qu'ils poursuivent. Paraphrasant Chandler, on pourrait écrire Business strategy follows ethics, dans la mesure où la morale d'entreprise reste indiscutable, dans la mesure où chacun partage les valeurs de tous, d'où l'obligation de rédiger un code souvent simpliste et vague dans son contenu, de manière à rassembler tout le personnel derrière les affirmations posées, la foi en l'homme, respect de l'autre, liberté d'expression, responsabilité partagée, etc. Mais la rédaction du code ne constitue qu'une première étape. L'ambition éthique de la direction est plus vaste. Par contiguïté, la morale des dirigeants imprègne en effet celle des employés. Je suis l'âme de cette entreprise. N'hésitez pas à affirmer que le président du conseil d'administration d'une firme transnationale. C'est par moi que se transmettent les valeurs de notre organisation. Ainsi, la direction, au terme d'une singulière procession des hypostases, transmet jusqu'à la base ses principes et ses règles. Individuellement, chacun devrait y trouver son compte, car pour chaque membre de l'entreprise, l'éthique de la firme est considérée comme un facteur de motivation. Or, si la pratique des règles morales procure de la satisfaction, donc plus de bonheur à l'individu, elle fournit aussi directement plus de profit à l'entreprise. Donc, il y a ici 5 fondements de l'éthique selon Blanchard et Peel. Les 5 fondements de l'éthique selon K. Blanchard et N.V. Peel. La finalité, la fierté, la foi et la patience, la fermeté et la faculté de distanciation. Pour la finalité, je respecte mes valeurs, je laisse ma conscience me guider. Quoi il arrive, je peux toujours
me regarder dans le miroir droit dans les yeux et être content de moi. Deuxièmement, la fierté. Je suis fier de moi. Je n'ai pas besoin d'être accepté par les autres. Pour me sentir important, mon amour-propre est équilibré. Mes décisions ne sont pas dictées par mon moi intérieur ni par mon désir d'être accepté. Troisièmement, la foi et la patience. Je suis convaincu que les choses finiront par s'arranger. Je n'ai pas besoin que tout arrive tout de suite. Je suis en paix avec ce qui m'arrive. La fermeté. Je reste fidèle à mes valeurs, surtout quand cela me semble opportun. Mon comportement est conforme à mes intentions, comme l'a dit Churchill. Il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. Cinquièmement, la faculté de distanciation. Je prends le temps de commencer chaque journée dans un état d'esprit réfléchi. Cela m'aide à faire le point et me permet d'écouter mon être intérieur et de voir les choses plus clairement. B. Un supplément de rentabilité. Deux raisons sont avancées pour justifier les liens entre la morale des affaires et la rentabilité. Premièrement, la morale d'entreprise est une perspective sur le long terme. Le souci de comportement éthique élargit l'horizon des gestionnaires. Plus précisément, la morale conduit à rechercher davantage une rentabilité solidement étayée et visant le long terme que des opérations dispersées aux fruits éphémères. Dans un climat de concurrence renforcée, de conjonctures hésitantes, les dirigeants des firmes posent des objectifs rapprochés à leurs collaborateurs à 2 ou 3 ans d'échéance pour les responsables de rang élevé, à quelques mois seulement, à des niveaux inférieurs de la hiérarchie. Les gestionnaires chargés de réaliser les objectifs supérieurs de la firme ou les sous-objectifs qui en découlent savent qu'ils seront jugés sur cette performance. Au but bien visible, nos hommes consacrent donc toute leur énergie, tout leur talent à l'efficacité de cette course de vitesse. D'où parfois des comportements certes propices aux intérêts de la ferme dans le très court terme, mais qui nuisent à l'efficacité à long terme. Des exemples nombreux de conséquences néfastes pour l'entreprise sont relevés à la suite d'opérations conduites par des gestionnaires conscients des effets de leurs actes, citant pêle-mêle la réduction des coûts de sécurité, les reports d'investissement, le rejet des projets rentables seulement à long terme, etc. Pardon. Pour remédier à ces défauts, on pense qu'un réarmement moral conduira le gestionnaire à peser ses décisions, de manière à donner priorité à l'intérêt supérieur de la firme, au risque de détériorer ses propres performances du moment, celles sur la base desquelles il risque d'être jugé par la hiérarchie. Au fond, la morale sert à ce que chacun prenne conscience de ses responsabilités propres face à la firme et plus généralement face à la société. Ainsi, l'existence d'un code moral composé de règles explicites met un frein à toutes les tentations nombreuses de tirer parti des circonstances, de les utiliser au mieux,
en transigeant au besoin avec les principes. Un tel effet de la moralisation des actes gestionnaires devrait entraîner des conséquences substantielles sur les comptes de résultats. Deuxièmement, la morale contre les passagers clandestins. Assurément, la morale d'entreprise engendre du profit supplémentaire. Un exemple indiscutable peut être pris dans l'univers du commerce de détail. On connaît les effets pervers de la démarque inconnue dans le secteur de la distribution. Au dire des spécialistes, la différence entre l'inventaire physique et l'inventaire comptable proviendrait pour une part non négligeable puisqu'elle peut dépasser la moitié du montant total de la démarque inconnue. Du vol des larcins des employés, étant donné que la démarque inconnue représente environ 0,80% du chiffre d'affaires, une simple diminution de moitié de la part attribuée au vol du personnel augmenterait le bénéfice de la ferme de 20%. Les leçons de morale dans la ferme paraissent donc bien fécondes. La théorie des droits de propriété vient renforcer cette observation empirique. On sait que, selon les tenants de cette vision de la ferme, l'intérêt de l'entreprise est de se protéger des employés risqueurs, hollow executives, des passagers clandestins qui coûtent cher aux autres. La différence des intérêts de tous contre les excès des fraudeurs internes requiert donc la désignation d'un superviseur qui remplit sa fonction le plus efficacement possible. Or, cette fonction de contrôle qui permet de réduire les effets des actes des passagers clandestins est dispendieuse parce qu'elle implique la création d'instruments de contrôle nombreux et perfectionnés. Selon certains auteurs, le meilleur moyen pour tenter de réduire un tel coût consisterait à élever le niveau de moralité en abaissant le taux de parasites dû au cornifleur potentiel de la ferme. De fait, quelques cours de morale efficaces, bien entendu, dispensés au personnel s'avéreraient moins coûteux qu'un lourd système de mesure et d'évaluation visant à déceler et à sanctionner les fraudeurs éventuels. Il résulterait donc de notre éducation morale un supplément de bénéfices, une plus grande efficacité pour l'ensemble de l'équipe et une meilleure chance de survie en milieu concurrentiel. En définitive, la morale n'est pas plus pour le gestionnaire le lieu du bien, de l'idéal, de la volonté de Dieu, de l'impératif moral, voire celui du bonheur individuel pour tous. La morale devient un outil destiné, comme d'autres, à accroître l'efficacité de l'action des responsables engagés dans la conduite de l'affaire. Et demain, pourra-t-on aujourd'hui poursuivre la quête naïve de la recette, parvenant à mobiliser tous les groupes humains de l'entreprise vers un seul but sans accepter de sombrer dans un pessimisme qui, après tout, c'est peut-être que conjoncturel, vécu dans les discours enthousiastes.
Enfin, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. On souhaite aussi, et on remercie aussi votre soutien, et nous espérons que ces notions et ces définitions sont bien maîtrisées et sont bien assimilées et comprises. Avec vous, le professeur Monsieur Kefif Mohamed.